Les grandes batailles. Dans le royaume des grands changements, à l'ère du tout. Ce grand royaume était dirigé par Ludovic Ier le Calme. On disait qu'il avait réponse à tous les problèmes rencontrés, grâce à son écoute et son empathie, et aussi par le temps qu'il prenait pour finir toujours par trouver une solution à tous les problèmes rencontrés. Ludovic était aimé par son peuple, car il savait être à son écoute. Il était un roi à la longue chevelure d'or, dont le trône était sculpté dans l'ancien bois des arbres de la grande forêt d'Elvire, symbole de l'union entre la nature et son peuple. Sage et équitable, Ludovic était connu pour son esprit éclairé et son cœur généreux. Il n'avait pas étudié les arts anciens et la magie comme le rituel le voulait, il avait refusé l'enseignement que les plus grands mages de son temps lui avaient proposé. Par contre, il possédait une connaissance profonde des lois de la nature et des arcanes mystiques. Le roi Ludovic encourageait le savoir, l'art et le commerce, et son palais était un lieu de rencontre pour les érudits, les artistes et les diplomates de tous les horizons. Le roi était également un guerrier accompli. En temps de guerre, il revêtait son armure enchantée, forgée dans les étoiles filantes, et brandissait l'épée de lumière du nom d'éclat d'aube, une lame qui ne frappait que pour défendre son royaume contre tous ceux qui voudraient les attaquer ou les détruire. Ludovic Ier était aimé de son peuple, non seulement pour sa justice et sa bravoure, mais aussi pour sa sagesse. Les rituels et les célébrations étaient courants sous son règne, et il honorait les dieux et les esprits de la terre par des fêtes grandioses, où la magie et la musique se mêlaient pour bénir les récoltes et les naissances. C'était une époque où le royaume prospérait. Certains disaient que c'était une période qui était bénie des dieux. Mais cela finit par changer progressivement. Cela commença au tout début par des pillages le long des côtes générés par des barbares venus d'une île semble-t-il plus au nord. Ce monde barbare était dirigé par Gorath, le conquérant. Gorath était un colosse parmi les hommes, sa stature imposante éclipsait même les plus braves guerriers de son clan. Sa chevelure était aussi noire que la nuit sans lune, et ses yeux, d'un bleu glacial, reflétaient la fureur des tempêtes hivernales de sa terre natale. Né sur l'île sauvage et glacée de Huntite, Gorath fut élevé dans les traditions de la guerre et du combat. Dès son plus jeune âge, il maniait l'épée et la hache avec une aisance qui surpassait celle des vétérans. Les anciens disaient qu'il avait été béni par les dieux de la guerre, tant sa force et son courage étaient grands. En tant que chef, Gorath menait son peuple avec une main de fer. Il unifia les tribus barbares dispersées, sur l'île, transformant des guerriers solitaires en une armée redoutable. Sous sa bannière, les barbares étaient principalement des pillards, ils lançaient constamment des pillages ou des raids, dans les royaumes voisins, pour pouvoir survivre, car leurs terres étaient désolées, notamment aux causes du grand froid qui y régnait. Gorath inspirait la crainte et respect. Il était connu pour ses rituels avant la bataille, où il invoquait les esprits des ancêtres et demandait leur bénédiction pour la victoire. Il portait des amulettes et des talismans forgés dans les os de ses ennemis, croyant qu'ils lui conféraient protection et puissance. Malgré sa réputation de guerrier impitoyable, Gorath possédait un sens de l'honneur inébranlable. Il respectait les adversaires qui se montraient braves et justes, mais en fait il n'était pas si loyal que ça et son arme favorite en fait était le poison. Mais sa parole, une fois donnée, était aussi solide que les montagnes glacées de son pays. Le grand hall de Gorath était rempli des trésors de ses conquêtes, mais ce n'était pas l'or ou les pierres précieuses qui le satisfaisaient. C'était le respect et la loyauté indéfectible de son peuple qui faisaient de lui un chef véritablement grand. Tout l'île de Huntite avait fini par rencontrer un problème, avec le temps, son manque d'arbres. C'était une île qui avec temps s'était désertifiée, il n'y avait pratiquement plus de végétation, aussi cela à cause du grand froid qui y régnait. Et aujourd'hui, il était de plus en plus compliqué de faire des vaisseaux pour pouvoir faire des raids chez l'ennemi, et cela donc par manque de bois et comme ce peuple vivait principalement de pillage et que pour cela il devait traverser les mers pour pouvoir le faire. Cela finit par leur poser un réel problème pour leur survie. Et ils savaient qu'au sud de leur île existait le royaume du grand changement, et ils savaient que dans celui-ci, il y avait la forêt d'Elvire. Une immense forêt qui leur permettrait d'avoir des milliers de vaisseaux pour encore plusieurs générations. D'ailleurs, Gorath avait eu une vision à ce sujet. Aussi lança-t-il son invasion avec tous les vaisseaux et les guerriers disponibles contre ce royaume. C'était une flotte immense, une forêt de masse qui allait pour combattre, pour prendre une autre forêt, la forêt d'Elvire dans le royaume du roi Ludovic Ier.
Cette grande horde finit par arriver sur les côtes du royaume des grands changements et finit par y débarquer tranquillement, car a priori aucune armée ne les attendait. Donc ils commencèrent par se diriger vers sa capitale où il y avait le château du grand roi Ludovic, rasant tout sur le passage, tuant tout être vivant ou mettant en esclavage les survivants. Lorsque le roi Ludovic fut prévenu de l'invasion, celui-ci essaya de rassembler une grande armée pour aller à la rencontre de l'armée barbare. Ce fut dans la vallée des grands troubles que les deux armées se rencontrèrent. L'armée barbare semble-t-il avait été prévenue de leur arrivée, et s'était placée de manière défensive, sur le haut des collines. Les forces en présence paraissaient équilibrées. Beaucoup de chevaliers et d'hommes d'armes à cheval pour les hommes du royaume du grand changement, et pour les recevoir, des hommes à pied avec des boucliers et des haches ou armes à deux mains du côté des barbares. Qui allait gagner ? Le roi Ludovic ne commandait par l'armée, il était resté au château. Son champion et commandant Sir Cédric lui avait assuré de sa victoire. C'est alors que Gorat eut l'idée de lancer un défi à Sir Cédric. Le champion, Sir Cédric de Valiant, connu pour sa bravoure et son habileté à l'épée, accepta le défi avec Gorat dans un duel à mort. La rencontre eut lieu sur le champ de bataille, un lieu sacré bordé par de nombreuses tombes. Car le lieu qu'avait choisi Gorat pour cette bataille était celui d'un ancien lieu d'une très lointaine bataille qui s'était passée lors de la création du royaume du grand changement, et où là, beaucoup de guerriers étaient tombés. Où justement Gorat avait le pouvoir de puiser toute cette force occulte grâce à tous ces ossements déterrés, à cet endroit. Pour cela il avait eu aussi l'aide de son chaman. Sir Cédric, vêtu de son armure étincelante, brandissait l'épée légendaire Aurore, dont la lame brillait d'un éclat céleste. Gorat, quant à lui, portait des peaux de bête et tenait à la main sa hache de guerre, Gorgoro, forgée dans les entrailles de la terre. Les deux combattants se faisaient face, leurs regards emplis de détermination. Le duel commença sous les acclamations de la foule, les coups de Sir Cédric étaient précis et rapides, mais Gorat parait avec une force brute, faisant trembler la terre à chaque impact. Ils dansèrent ainsi, dans un ballet mortel, l'acier contre le fer, la lumière contre les ténèbres. Sir Cédric réussit à infliger plusieurs blessures à Gorat, mais le barbare, poussé par une rage primitive, en fait, Gorat était devenu berserker, ne semblait pas ressentir la douleur. Alors que le soleil déclinait, Gorat trouva une ouverture. D'un mouvement fulgurant, il brisa la garde de Sir Cédric et planta sa hache dans l'épaule du chevalier. Un cri de douleur s'éleva, et le champion humain tomba à genoux, vaincu. Gorat leva sa hache pour porter le coup de grâce, mais au lieu de cela, il offrit la merci à Sir Cédric, reconnaissant sa valeur au combat. Le barbare avait gagné, non seulement le duel, mais aussi le respect de tous ceux qui avaient été témoins de cette bataille épique. C'était la fin de la journée, les deux armées étaient toujours face à face. L'ordre fut des deux côtés de faire des bivouacs pour la nuit et attendre le lendemain pour peut-être connaître le sort de cette bataille. Cédric fut porté dans sa tente, et c'est là que l'on s'aperçut en fait que la blessure était plus grave que prévu, car la hache qu'il avait touchée était en fait enduite d'un poison, ou d'une substance, qui continuait à détruire et manger la chair. Maintenant la blessure avait doublé de volume et se rapprochait du cœur. Au petit matin Cédric finit par rendre l'âme. C'est alors que tous les chevaliers présents en colère par cette fourberie décidèrent tous d'attaquer les barbares pour se venger de la mort de Cédric. Mais eux les attendaient derrière un mur de boucliers en haut de leur colline. Qu'importe, il fut décidé que la charge contre les barbares serait lancée à 10 heures du matin. Et celle-ci finit par être lancée. Plusieurs milliers de cavaliers se ruèrent vers cette grande masse de boucliers. Mais lorsque les premiers chevaux arrivèrent à moins de 50 mètres des barbares, ceux-ci se replièrent en bon ordre, derrière des pics faits de bois au bout pointu. Toute la première et seconde ligne de cavaliers et chevaliers s'empalèrent. Des centaines de chevaux morts étaient à terre et bloquaient l'arrivée des chevaux de derrière. Les barbares s'étaient rués vers les survivants à terre pour les massacrer avec leurs haches, ne donnant aucune chance à ces derniers. La bataille était gagnée. Gorat était encore vainqueur. Maintenant des milliers de cadavres gisaient sur le sol. Cela avait été rapide. Le reste de l'armée de Cédric partit en retraite pour aller se réfugier au château. Lorsque le roi apprit la défaite, il devint très inquiet.
Le nom de la capitale du royaume où le château du roi Ludovic Ier était aussi appelé citadelle de Marmont. Elle se dressait sur le mont du Vaulraire. Elle était dite imprenable. Les citoyens y vivaient en paix sous la protection de leurs hauts murs et de leurs chevaliers vaillants. Mais cette paix était aujourd'hui menacée par Gorat et tous ces barbares qui finirent par arriver au pied de la capitale, commencèrent son siège. Leurs cris et leurs tambours de guerre résonnaient à travers la cité, annonçant le début d'une ère de ténèbres prêt à engloutir tout le royaume. Le roi Ludovic le Calme rassembla ses troupes qui restaient, des hommes d'armes courageux et des archers aux flèches lacérées. Les mages de la citadelle invoquèrent des boucliers de lumière et des lances de feu, prêts à défendre leur royaume jusqu'à leur dernier souffle. Pourquoi n'avaient-ils pas envoyé ces mages lors de la première bataille ? Se dit Ludovic. Marmont était donc maintenant leur seul espoir. Le roi Ludovic convoqua ses chevaliers, ses archers et ses mages. Les bannières de la cité portaient tous la bannière d'un arbre doré, celle de la forêt d'Elvire. Ce sigle était l'emblème du royaume. Les défenseurs se préparaient pour l'affrontement imminent. L'aube du destin arriva, et avec elle, le fracas des armes et les cris de bataille. Les archers de Marmont décochèrent une pluie de flèches, transformant le ciel en un voile mortel. Les mages tissèrent des sortilèges, leurs incantations faisant jaillir des éclairs et des boules de feu qui fauchaient les rangs ennemis. Gorat, du haut de son destrier noir, leva un bâton d'ébène, celui que son chaman lui avait offert pour sa dernière victoire, et une vague d'ombre engloutit les premières lignes de la défense. Mais le courage des hommes de Marmont ne faiblit point. Leur foi en la lumière était inébranlable, et sous la conduite du roi Ludovic, ils repoussèrent les ténèbres. Le clou de la bataille fut le duel entre le second champion du royaume Éric dit le Valeureux et Gorat. L'épée d'Éric, éclat d'aube, que le roi Ludovic lui avait prêté croisa le bâton maudit de Gorat dans un choc d'énergie pure. Le combat fut titanesque, chaque coup résonnant comme le tonnerre. Finalement, avec un cri qui perça le tumulte, Gorat brisa la défense d'Éric et plongea le couteau qu'il avait dans sa main gauche dans la gorge non protégée d'Éric. Une sombre explosion d'une noirceur sans nom balaya le champ de bataille. On ne voyait plus le soleil, c'était comme un jour d'éclipse solaire, ou était-ce la nuit ? C'est à ce moment-là qu'une deuxième vague de barbares attaqua le château. Les barbares chargèrent avec une fureur inégalée, leurs haches s'abattant sur les boucliers des défenseurs. Les murs de la forteresse tremblèrent sous l'assaut des machines de guerre ennemies, et le fracas des épées contre les armures résonnait comme le tonnerre. Les humains luttèrent avec bravoure, mais les barbares étaient innombrables. Gorat était toujours, monté sur un destrier massif, pris à l'ennemi lors de la dernière bataille. Afin que tous ces guerriers puissent le voir. Il fendait les rangs ennemis, sa hache écarlate de sang. Les défenseurs tombaient un à un, leurs armures brisées, leurs espoirs anéantis. C'est alors que Gorat parvint jusqu'au roi Ludovic. Celui-ci avait récupéré l'épée lueur d'aube laissée à terre par Éric, des hommes avaient réussi à la reprendre, et ils lui avaient rapporté, certifiant que Éric était bien mort. Le duel entre Ludovic et Gorat commença. Alors que celui-ci atteignait son paroxysme, un silence soudain tomba sur le champ de bataille. Les deux adversaires, épuisés, se tenaient face à face, leurs armes chargées de puissance magique. Avec un dernier effort, Ludovic porta un coup décisif, mais au moment où l'épée lumière d'aube allait frapper Gorat, une ombre se glissa derrière le roi. C'était le plus fidèle lieutenant de Gorat, un assassin formé dans les arts sombres, invisible jusqu'à ce moment fatidique. D'un mouvement rapide comme l'éclair, l'assassin plongea sa dague empoisonnée dans le dos de Ludovic. Un cri de douleur et de trahison s'échappa des lèvres du roi, et la lumière d'aube s'éteignit avec lui. Gorat éclata d'un rire sinistre, tandis que les défenseurs de Marmont regardaient, horrifiés, leur roi s'effondrer. Tous se ruèrent vers leur roi, pour le dégager, d'une mort certaine, ne sachant pas en fait qu'il avait été empoisonné. Sans leur leader, le moral des troupes de Marmont s'effrita. Les mages et les chevaliers combattirent avec bravoure, mais la perte de leur roi fut un coup dont ils ne se remirent pas. Un à un, ils tombèrent sous les assauts incessants des forces barbares. Les défenseurs tombaient un à un, leurs armures brisées, leurs espoirs anéantis. Les tours s'effondrèrent, les murs furent brisés, et les cris des vaincus résonnèrent dans toute la ville. Alors que le soleil déclinait, la forteresse de Marmont finit par être envahie. Les barbares,
criant leur victoire, hissèrent leur étendard au sommet des tours qui restaient. Le roi Ludovic, blessé et vaincu, arriva à fuir. Tous les survivants avaient pour ordre de se réfugier dans la forêt d'Elvire et les portes de la citadelle de Marmont, enfin ce qui en restait, s'ouvrirent pour accueillir le nouveau maître Gorat. Cette ville avait fini par être à moitié détruite par ce terrible combat. La chute de la forteresse de Marmont marqua la fin d'une époque et le début d'un règne barbare sur les terres du royaume des grands changements. Les bardes chanteraient cette bataille pendant des siècles, non pas comme un hymne à la gloire, mais comme un lamentable récit de courage face à une force irrésistible. Mais le but des barbares n'était pas véritablement atteint. Car la résistance par les survivants qui restaient, et le but premier de cette guerre, c'était la forêt d'Elvire tant convoitée, et qui, elle, était toujours sur l'heure du bon roi Ludovic Ier. Certes, le roi était toujours mourant. Il était maintenant dans la ville d'Auçon. Cette vieille ville était dans la forêt d'Elvire, depuis des générations, et elle dépendait du royaume comme la forêt d'Elvire qui l'entourait. Les derniers magiciens avaient réussi là encore à créer un champ de force qui protégeait la forêt, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas faire cela éternellement. Maintenant que la capitale avait été prise par l'armée barbare de Gorat, le reste du royaume était en sa possession. L'armée de Gorat finit par se diriger jusqu'à la lisière de la forêt d'Elvire. La forêt d'Elvire était un lieu de mystère, où les arbres centenaires racontaient des histoires d'un temps où la magie régnait en maître. C'était un sanctuaire de paix, gardé par les hommes de la ville d'Auçon, une population aussi ancienne que la forêt elle-même, disait-on. Mais cette tranquillité fut donc troublée par l'arrivée de l'armée de Gorat, ce seigneur cruel assoiffé de pouvoir et désireux de pouvoir posséder cette forêt pour pouvoir y prendre tout son bois. Ces barbares avec leurs haches et boucliers et habillés pour la plupart de peau de bête, attendirent que le champ de force faiblisse pour enfin qu'ils finissent par disparaître pour commencer à pénétrer dans la forêt, déterminés à conquérir Elvire. Leur chaman avait aidé à cela usant ce bouclier magique, grâce à des pouvoirs maléfiques. Ce champ de force créé par les magiciens finit par céder. Tous les survivants et les guerriers de d'Auçon se préparèrent à défendre leur demeure. Ils invoquèrent les esprits de la forêt, les dryades et les faucons de feu, et se camouflèrent parmi les feuillages, prêts à surprendre l'envahisseur. Leur principale arme était l'arc. Ils laissèrent l'armée de Gorat pénétrer dans la forêt. Gorat qui, lui, était maintenant monté sur son trône de fer, porté par ses esclaves. Il observait la scène avec mépris. Il leva son bâton d'ébène d'une main et de l'autre une hache que l'on disait maudite, et des nuées de corbeaux noirs s'abattirent sur la ville d'Auçon, obscurcissant le ciel. Mais tous les habitants avaient fui plus loin dans la forêt, seuls les guerriers en dehors de la ville cachés dans les arbres attendaient l'arrivée de l'armée barbare qui se dirigeait dans la forêt vers la ville d'Auçon. Le crépuscule tomba, et avec lui débuta la bataille. Ils surgirent de l'ombre, leurs flèches sifflant à travers les branches, chaque tir trouvant sa cible. Les créatures de la forêt se joignirent à eux, les loups et les ours attaquant avec une fureur sauvage. Tout d'un coup la bataille fit rage toute la nuit. Ils décochèrent leurs flèches de leurs arbres avec précision et agilité, l'armée de Gorat était implacable mais beaucoup commencèrent à tomber dans leurs rangs par ces nuées de flèches qui semblaient venir de nulle part. C'est à ce moment-là que le roi Ludovic, quelque part dans la forêt entouré de rescapés nobles d'Auçon, finit par mourir, à cause du poison qu'il avait reçu lors de l'affrontement avec Gorat. Maintenant c'est son fils Willy le fondateur, qui allait prendre sa place. Mais en fait, celui-ci était trop jeune pour cela. Car il n'avait encore que de 12 ans, et il était dit qu'il ne pourrait régner qu'à partir de ses 16 ans. La reine avait péri lors de l'attaque du château, elle avait été défenestrée d'une de ses fenêtres de ses appartements qui se trouvaient dans la partie du château qui avait fini par être détruit. Donc en fait personne n'était plus à la tête du royaume. C'est alors que Gorat finit par recevoir une flèche, puis une autre, jusqu'à ce qu'il devienne criblé par elle, il n'avait pu s'enfuir de son trône de fer porté par ses esclaves. Il finit lui aussi par trépasser. La lune maintenant était haute, et toute la horde barbare finirent par fuir le combat. Tous quittèrent la forêt laissant Gorat mort criblé de flèches sur son trône de fer. L'armée de Willy ne les poursuivit pas tout de suite. Elle les laissa fuir. Au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient la canopée, un cri de joie déchira le ciel. Ils avaient gagné. La forêt d'Elvire resterait libre.
Petit à petit, avec le temps, les troupes barbares finirent par rentrer sur leur île de départ, laissant le royaume des grands changements sous la régence de Willy le fondateur, qui reconstruit la capitale du royaume en la rebaptisant du nom de Luder en souvenir de son père. Un nouvel ère pouvait commencer, mais cela vous sera raconté dans un prochain récit. Aparté, on dit que déjà Faltache le sorcier avait participé à cette invasion. Venait-il donc de ce monde barbare, de cette île du nom de Lintite? Comment avait-il réussi à survivre à la grande bataille de la forêt d'Elvire où Gorath avait fini par y mourir? Serait-ce donc à partir de ce moment-là qu'il commença à vivre dans la forêt d'Elvire? Que de questions, qui, j'espère un jour, pourront toutes être élucidées.